Bienvenue dans le débat. Il est consacré à l'Ukraine au lendemain de la réunion entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en marge du sommet de l'OTAN. Le président ukrainien a évoqué avec le président américain la possible livraison de missiles et de systèmes patriotes. Trump a affirmé qu'il allait examiner cette possibilité, même si les patriotes sont très difficiles à obtenir, a-t-il dit. Trump a décrit la guerre en Ukraine comme plus compliquée que d'autres et a ajouté d'ailleurs que Poutine était plus difficile que prévu. Autre actualité du jour, Zelensky a signé un accord avec le Conseil de l'Europe pour la création d'un tribunal spécial pour juger Poutine. Alors on va revenir sur cette rencontre Trump-Zelensky. Y a-t-il, oui ou non, un changement de ton de la part du président américain? Et quid de la relation avec Poutine? Quelle est la situation sur le terrain en Ukraine? Et les Européens, quel est l'impact du réarmement face à la menace russe? Et que peut-on dire justement de ce tribunal spécial pour juger Poutine? On en parle avec mes invités. J'ai ce soir avec moi Valéria Faure-Bountian. Bonsoir. Ancienne députée La République En Marche et ancienne présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Bienvenue à vous. En face de vous, Anastasia Chapochkina. Bonsoir. Présidente du think tank Eastern Circles et également maître de conférences en géopolitique à Sciences Po, spécialiste des relations Europe-Russie. Bienvenue. Thierry Volton est avec nous ce soir. Bonsoir. Essayiste et spécialiste des régimes communistes post-soviétiques. Olivier Weber, grand reporter et écrivain qui connaît très bien l'Ukraine, est avec nous ce soir. Bonsoir Olivier Weber. Bonsoir, Antoine. Merci d'être là. On va démarrer avec un extrait de la conférence de presse de Donald Trump qui a vraiment été très longue hier, justement, au sommet de l'OTAN. On l'écoute, Trump. J'ai eu une bonne réunion avec Zelensky. Il n'aurait pas pu être plus gentil. Il n'aurait pas pu être plus gentil. Et je pense qu'il aimerait voir la fin de cette guerre, c'est vrai. Il n'aurait pas pu être plus gentil. J'ai retenu de la réunion qu'il aimerait voir la fin. Je pense que c'est le bon moment pour y mettre fin. Je vais parler à Vladimir Poutine et voir si je peux y mettre fin. Vladimir Poutine doit vraiment mettre fin à cette guerre. Les gens meurent à des niveaux que l'on n'a pas vus depuis très longtemps. Anastasia Chapochkina, est-ce qu'il y a un changement de ton de la part de Donald Trump à l'égard de Zelensky? En tout cas, on a tout de même cette impression. On peut vraiment donner un crédit, on peut vraiment donner le louange, on peut dire, aux leaders européens qui ont quand même fait leur job. La France était la première, UK aussi, l'Allemagne, il y avait des réunions avec Trump. Là, vraiment, les tentatives multiples de réparer les relations complètement brisées donc en printemps, et c'est réussi. On est d'accord, c'est réussi, on a vu les premiers résultats. Ils ont tout fait pour et ça a marché. Du résultat donc, à Rome, ça c'est la deuxième preuve, mais je pense que peut-être on doit mettre un peu de caution pour ne pas confondre le changement d'humeur et le changement vraiment de ton. Parce que, est-ce que le ton, c'est-à-dire que ça va durer dans le temps et que derrière, peut-être, il y aura des actions concrètes. Et c'est sur ça qu'on doit juger. Pour l'instant, Trump n'a pas mis aucun engagement vis-à-vis les choses demandées, même si les demandes ont été réduites par l'Ukraine jusqu'au le plus essentiel, c'est-à-dire les systèmes antimissiles. Et même là, il n'a pas pris d'engagement. Et à chaque fois, quand il parle avec Vladimir Poutine, il revient ce qu'on a vu par avec Zelensky. Avec Vladimir Poutine, après, justement. Il revient sur ses pas. Et donc, c'est ça qu'on doit attendre. On doit attendre qu'est-ce qui va se passer après qu'il parle avec Vladimir Poutine, qui va lui présenter notre... Donc, un changement d'humeur, mais... Du monde. Mais on ne sait pas si c'est vraiment un changement de ton. Valéria Faure-Bountian, votre analyse, justement, sur... Il a quand même vu Volodymyr Zelensky, et ça ne s'est pas exactement passé comme il y a quelques mois au sein du bureau ovale, où c'était l'humiliation absolue. Effectivement, Zelensky a mis énormément aussi d'énergie à réparer la relation, en plus des Européens qui l'ont aidé. Et donc, il a essayé de se rendre crédible aux yeux de Trump et parler le langage de Trump. On se souvient, à l'époque, dans le bureau ovale, on lui dit l'Ukraine est ingrate, vous représentez mal le pays et vous ne faites que demander de l'aide, mais finalement, vous ne faites rien d'autre. Et Zelensky, à ce moment-là, avait parlé des relations économiques potentielles, de la coopération des terres rares. C'était vraiment pour faire valoir la valeur intrinsèque de l'Ukraine, de son peuple et de son terrain. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit les suites, on voit les conséquences et les résultats de ce travail de Zelensky et des Européens. Par contre,
Trump, c'est pas parce qu'il dit c'est un bon gars, on a passé un bon moment, le café était chaud, qu'il y aura forcément des résultats positifs. Et effectivement, vous avez absolument raison, Poutine a une capacité à retourner le cerveau de Trump en moins de 50 minutes. Donc on ne sait pas, lors de leur prochain entretien, est-ce qu'il n'y aura pas un rétropédalage? On va voir tout de même la réaction de Zelensky sur X juste après cette rencontre. Zelensky qui a affirmé qu'il était prêt à acheter des armes américaines, donc des équipements, et à soutenir les fabricants américains d'armes. Là, il savait parler quand même à Trump. Nous avons aussi discuté, dit-il, de la possibilité d'une production conjointe de drones. Voilà, nous pouvons nous renforcer l'un l'autre. Donc là, il y a aussi, on va y revenir, mais il y a aussi un changement de ton. Votre analyse, Thierry Volton? Bon, alors, à mon avis, on est quand même à un tournant. Enfin, en tout cas, j'espère, soyons optimistes. Bien sûr, le problème de Trump, c'est qu'il a plus d'admiration pour Poutine que pour Zelensky, parce que ce qu'il aime, c'est les hommes forts. Or, Zelensky est un homme fort dans son genre, mais c'est un petit pays. Poutine, c'est un grand pays, et donc, à mon avis, l'oreille qu'il a est plus attentive du côté de Poutine. Et comme Poutine est malin comme un singe, si on peut dire, il sait séduire le personnage plus que Zelensky qui est en demande, alors que Poutine est moins en demande. Donc, à mon avis, il doit, comme on dit, lui cirer les pompes, vulgairement. Il y en a beaucoup qui lui ont ciré les pompes, comme vous dites, lors du sommet de l'OTAN. En passant le secrétaire général de l'OTAN, d'ailleurs, Mark Rutte. Non, mais l'histoire de papa, c'est pas tout à fait vrai. Bon, bref, parce que vous savez, c'est une anecdote. Enfin bon, il le flatte. Oui, bien sûr, mais bon, c'était même grotesque. Bon, donc c'est vrai que... En tout cas, ça a marché un peu. On peut reconnaître cela. Oui, ça a marché, mais enfin, ils avaient apporté dans la corbeille les 5% qu'ils voulaient, Trump. Donc c'est aussi ça qu'ils voulaient, vraiment. Alors, je pense qu'on est à un tournant quand même, parce que de toute façon, Trump a l'orgueil de penser qu'il peut mettre fin à cette guerre. Le problème, c'est que Poutine l'a considérablement déçu, pas forcément sur le plan ukrainien, mais sur le plan Proche-Orient, iranien. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Trump. Donc il risque peut-être d'avoir... Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est plus attentif vis-à-vis... En vérité, il joue un jeu subtil, autant que possible, c'est lui, parce que je ne pense pas que ce soit un personnage très subtil. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il joue un peu Zelensky contre Poutine, si vous voulez, alors qu'en vérité, Poutine a été assez déstabilisant pour lui, en tout cas par rapport à l'accord qu'ils avaient ensemble, avec ce qui s'est passé en Iran et avec l'idée qu'ils ont pesé, quand même, les Russes ont pesé tout leur poids dans cette affaire. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses, mais à mon avis, les Russes et les Chinois ont beaucoup poussé dans cette affaire de cesser le feu. Ah oui. Oui. D'accord. Et tout ça, ce sont des deals, vous savez, je veux dire, c'est terrible. Tout est lié dans cette affaire-là. Poutine disant que... Enfin, Trump qui a tout de même dit aussi dans sa conférence de presse qu'il avait eu Poutine au sujet de l'Iran, mais qu'il lui a tout de suite dit, moi, je n'ai pas besoin de ton aide sur l'Iran, j'ai besoin de ton aide sur le dossier qui t'intéresse, c'est ça, sur l'Ukraine. Donc, c'est quand même ce qu'il a dit hier. Olivier Weber, votre analyse, est-ce que vous avez senti un changement du côté de Trump, et en particulier lorsqu'ils ont évoqué cette construction peut-être de drones en partenariat, Zelensky et Trump? Oui, il y a toujours évidemment l'aspect économique qui est mis en avant par Trump, mais ce qui est nouveau quand même, c'est le contexte international, avec cette hyper-personnalisation du rôle que Trump veut s'attribuer. Vous savez, c'est le médiateur, mais un médiateur aussi au sommet. Et il va être le peacemaker, c'est-à-dire le faiseur de paix. Et ce qui a changé, bien sûr, c'est son rôle dans l'intervention en Iran, que déclare comme étant... qui a pu avoir cette trêve, qui a pu mener à bien les opérations israélo-américaines, il faut les appeler quand même comme cela, les interventions militaires qui ont fait, de son point de vue, donc arrêter le programme nucléaire, alors qu'il n'est que retardé du côté iranien. Mais voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel Trump est abordé, donc la réunion à l'OTAN. Ce qui est nouveau quand même, c'est que par rapport à la réunion, parce que vous posiez la question de bureau ovale au début de l'année entre Zelensky et Trump, c'est que, rappelez-vous, Trump avait dit à Zelensky, vous n'avez pas les cartes, vous n'avez pas les cartes entre les mains. Et en fait, ce qu'il a dit quelques semaines plus tard, c'est que Poutine me balade. C'est exactement ce qu'il a dit. J'ai l'impression de me faire balader par Poutine. Et ça, c'est nouveau. Et donc, la seule personne qui a les cartes entre les mains, c'est Trump lui-même, parce que c'est lui qui peut faire plier Poutine. Et on a l'impression qu'il revient à un langage plutôt de rapport de force. C'est exactement d'ailleurs ce qu'il a dit dans le pays avec les Iraniens. Rapport de force, le pouvoir. Et là, évidemment, on sait que ça peut changer. Après, sur l'armement militaire, ce ne sont que des demandes de la part de Zelensky, les patriotes en particulier, qui font cruellement défaut à l'Ukraine. Il y a des villes qui en sont dépourvues. Kiev a des missiles patriotes, Lviv aussi,
Kyiv n'en a pas. Odessa, on ne sait pas. Apparemment, il n'y a pas de patriotes. Donc, le dôme de fer n'existe pas. Et c'est des interceptions de missiles et de drones russes qui sont aléatoires. Et donc, il y a ce besoin qui est cruel de la part de Zelensky et de l'Ukraine, qui est sur la table du point de vue de l'OTAN. Alors après, il ne faut pas oublier non plus que même si, évidemment, Trump venait un petit peu en conquérant au sommet de l'OTAN avec cette demande des 5% pour les dépenses, de manière générale, des membres de l'OTAN pour les dépenses militaires, il était quand même dans une phase, on va dire, de relative négociation, hein, même s'il se sentait évidemment attribué de ces nouveaux pouvoirs, de ce nouveau rôle. Il est quand même en pays invitant lorsqu'il était venu à La Haye, et donc ça peut changer un petit peu. Et on a l'impression qu'il y a, c'est pas le même ton que début de l'année, donc c'est de bon augure pour l'Ukraine, mais il faut attendre de voir évidemment s'il y aura des retombées sur ces demandes. Bien sûr, il faut wait and see, hein, comme on dit en anglais, il faut attendre. Mais pour revenir, Anastasia Chapochkina, sur cette histoire de patriotes, manifestement, est-ce qu'on parle des systèmes de défense patriotes complets ou seulement des missiles supplémentaires? Parce que Zelensky évoque des systèmes de défense aérienne. Il y a une subtilité là. En fait, que souhaite véritablement Zelensky? Les deux sont nécessaires. Déjà parce qu'il n'y a qu'une très petite partie du pays qui est couverte de systèmes, donc de patriotes. Et les systèmes qui sont déjà là, ils manquent aujourd'hui des missiles. Ça, c'est un aspect. Et le deuxième aspect qui n'a pas encore été mentionné aujourd'hui, c'est que c'est aussi le soutien de l'intelligence, donc de renseignement de l'espace, qui est absolument inévitable pour que les patriotes sachent pour manier ces patriotes, du coup, et pour lancer les missiles dans le bon moment et dans le bon endroit, pour anticiper, du coup, les attaques russes. Parce qu'il y a ces deux manques aujourd'hui. Il n'y a pas seulement le manque des systèmes et le manque, après, aujourd'hui, des missiles, mais aussi, on ne sait pas quand les Russes le lancent, c'est surtout les missiles balistiques. Et c'est ça qui laisse entre 1 ou 2 minutes, ou 30 secondes et 2 minutes, jusqu'à sa tombe. Donc, c'est ça le plus grand risque. Est-ce que je peux juste ajouter sur cette trade-off possible? Je pense que derrière cette donc, derrière l'évocation de potentielle collaboration de défense entre l'Ukraine et les États-Unis, ça peut être un trade-off en soi. Parce que derrière le deal, donc sur les métaux rares, etc., on ne sait pas ce qu'il y a. Il faut creuser avant qu'on sache est-ce qu'il y a suffisamment de métaux ou d'autres choses. Mais tout ce qui concerne la défense, aux États-Unis, parmi les fabricants d'armes, il y a suffisamment du monde qui comprennent à quoi sert l'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a en Ukraine et quels sont les systèmes qu'ils puissent développer ensemble. Surtout dans les orientations du Pentagone d'aujourd'hui qui commencent de faire, pas que faire le big and beautiful, mais aussi de faire peut-être plus simple, mais efficace et moins cher. Et c'est là où l'Ukraine a des forces contre tous les membres des pays de l'OTAN dans la fabrication industrielle. Et je pense que peut-être derrière, en échange des patriotes, l'Ukraine peut proposer pas seulement de l'argent, que plein d'autres personnes puissent proposer, mais aussi d'autres choses. Une coopération industrielle dans le domaine militaire. Dont les industriels américains ont besoin, et pas l'Ukraine a besoin. Et donc, je pense que derrière, c'est peut-être... Parce que là, il parlait de drones, hein, si j'ai bien compris. Lui, il a parlé de drones, mais il y a d'autres choses, pas que les drones. Et je pense que, justement, ce sont les industriels américains qui sachent ce qui est derrière, qui sachent dont ils ont besoin, et qui, eux, ont dû faire le travail en amont, avec Trump potentiellement, pour après expliquer à nous ce changement de ton ou changement d'humeur. On va revenir sur la conférence de presse de Donald Trump et notamment sur cette séquence intéressante qui a eu lieu lorsqu'il était entouré donc d'un certain nombre de journalistes. Il y avait cette journaliste ukrainienne qui l'a interrogé. On va regarder un extrait. D'où venez-vous? Je viens d'Ukraine. Oh. Ma question est donc de savoir si les États-Unis sont prêts à vendre des systèmes de missiles antiaériens patriotes à l'Ukraine. Nous savons que la Russie pilonne l'Ukraine très lourdement en ce moment même. Est-ce que vous vivez vous-même maintenant en Ukraine? Mon mari est là-bas. Je vois que vous êtes très... Vous savez, c'est incroyable. Et mes enfants et moi sommes à Varsovie parce qu'ils voulaient que je... Votre mari est soldat, non? Il l'est. Est-ce qu'il est là-bas maintenant? Oui. C'est le plus dur, n'est-ce pas? C'est dur. Et vous vivez ici? À Varsovie. Et vous êtes journaliste? Oui. Bien. Laissez-moi vous dire qu'ils veulent avoir des missiles antimissiles, d'accord? Comme ils les appellent, les patriotes. Et nous allons voir si nous pouvons en mettre à disposition. Vous savez, ils sont très difficiles à obtenir. Nous en avons aussi besoin. Nous les fournissons à Israël et ils sont très efficaces à 100%. Difficile de croire à quel point ils sont efficaces. Et c'est ce qu'ils veulent plus que toute autre chose. Comme vous le savez probablement, c'est une très bonne question et je vous souhaite beaucoup de chance. Je veux dire, je peux voir que c'est très perturbant pour vous. Dites bonjour à votre mari, d'accord? Je vous remercie. Allez-y.
Valéria Frontmontian, est surprenante cette séquence, non? En même temps, c'est Trump. Enfin, oui, ça lui ressemble tellement. D'un côté, il fait une espèce de preuve d'empathie à l'égard de cette jeune femme en disant oui, je comprends, c'est difficile et votre mari se bat, c'est difficile. Mais en même temps, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. C'est compliqué, c'est cher, c'est difficile à produire. Et puis on les donne déjà à l'Israël, même si ils sont merveilleux. Hein. Nos produits sont merveilleux, on est les meilleurs. Mais donc vous ne retenez pas vraiment l'empathie qu'on n'avait jamais vue chez le président américain? C'est toujours les deux volets de la médaille chez Trump, c'est-à-dire il essaie d'être gentil, mais même en essayant d'être gentil, il ne l'est pas. Donc, la compassion qu'il a pour le peuple ukrainien, je crois qu'on l'a vu depuis plus de 6 mois, et il n'en a pas énormément. Donc là, il ne trompe personne. Il s'en fout du peuple ukrainien, soyons clairs. Enfin, moi, c'est ce que je pense, personnellement. Ce qui l'intéresse, c'est éventuellement... Il l'a un peu moins rembarré que les autres journalistes. Oui, je suis d'accord. Il faut dire qu'elle était excellente dans sa question. Et puis, en plus, lui, il a eu ce petit moment d'empathie. Je pense qu'il a été relativement sincère, dans la minute même, j'entends bien. Mais parce que, c'est quand même un homme, soyons clairs. Hein, donc, première chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est quand même... Il a une sensibilité, je veux dire. C'est pas un monstre. Voilà ce que je veux dire, c'est pas... Alors j'aurais dit, c'est un être humain, excusez-moi, j'ai employé le terme d'homme, mais j'aurais pu dire, c'est un être humain. Donc je pense que là, il a eu une minute d'empathie vis-à-vis de cette femme qui, évidemment, son mari se bat sur le front en Ukraine. Et puis c'est vrai, ma voisine a raison, c'est que immédiatement, il emploie un ton plus dur, et puis finalement, du non-recevoir. Vos patriotes, vous ne les aurez pas. Alors ils en auront peut-être à un moment donné, mais à mon avis, pas tout de suite. Alors c'est maintenant qu'ils en ont besoin, les Ukrainiens. Et alors, pour finir, excusez-moi, je dis les Ukrainiens, ils s'en foutent. Ça, j'en suis intimement convaincu, parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Son problème, c'est arrêter la guerre, pas pour les Ukrainiens, c'est pour éventuellement reprendre du deal avec la Russie. Ça, c'est clair, et ça, c'est important pour lui. Voilà. C'est un intérêt américain. On va regarder un peu ce qui se passe tout de même sur le terrain, puisque ces dernières semaines, il y a eu des bombardements russes très importants dans les villes comme Kiev, comme Odessa. Aujourd'hui, il y a eu donc des attaques dans la région de Kherson avec 1 mort et 2 blessés. Et puis les troupes russes qui grignotent depuis des semaines du terrain dans la région de Soumy, donc qui est au nord-est de l'Ukraine. On a parlé aussi de Shevchenko, donc qui est un endroit où il y aura un gisement de lithium. Mardi, une frappe russe sur la ville de Dnipro qui a fait 19 morts, des bombardements russes. Vous connaissez très bien le terrain, Olivier Weber, on voit encore ces cartes. Si on voit, avant justement de parler de négociations possibles, si on regarde ce qui se passe sur le terrain, est-ce que, c'est ce qu'avaient l'air de dire les Ukrainiens quand même récemment, est-ce que les Russes tout de même avancent ? Oui, il y a un grignotage, évidemment, qui est sélectif, qui a un grignotage qui est extrêmement coûteux en ressources humaines, comme d'habitude du côté de la Russie. Mais évidemment, Poutine se moque de ces pertes, de ce nombre de morts et de blessés. Et deuxièmement, sélectif, parce que justement, vous évoquiez à l'instant, Stéphanie, la mine de Shevchenko. C'est une mine qui est dans l'est de l'Ukraine, et donc qui est une mine de lithium, et ce qu'on appelle l'or blanc. Donc c'est extrêmement cher. Évidemment, Trump est aussi très sensible à ce métal rare-là, parce qu'il correspond aussi aux fameuses batteries pour les voitures électriques, entre autres, mais pas que. Et puis, grignotage aussi par le nord. Alors, vous évoquiez la ville de Soumy. Vous savez, quand on est à Kharkiv, les militaires vous disent, pour un tir de missile, on a 30 secondes pour se mettre à l'abri. À Soumy, on est encore plus près, surtout dans les villages environnants, parce qu'il y a Soumy, la ville de Soumy, et dans l'Oblast, donc la région de Soumy, il y a des villages qui sont assez proches. Il y a une évacuation encore il y a quelques heures d'un village au nord de la ville de Soumy. Donc il y a un grignotage chez certains. Il est stratégique, il est sélectif, il est économique. C'est aussi une volonté de la part de Poutine de dire nous conquérons du terrain, c'est important. Et la ville de Dnipro, moi j'étais il y a quelques semaines, effectivement, il y a l'Oblast, donc la région de Dnipro, et la ville de Dnipro elle-même est sur les rives du Dniepr, et il y a des bombardements incessamment, et le grand hôpital avait été déjà détruit, enfin pas détruit, abîmé, on va dire atteint, il y a quelques mois de cela, donc apparemment sciemment, puisqu'on doit être à peu près à 1400 structures de santé, toutes confondues, des cliniques privées, des hôpitaux publics, des hôpitaux régionaux, et bien sûr des dispensaires qui ont été atteints. Et on peut penser évidemment que l'immense majorité de ces structures de santé ont été touchées, ont été ciblées volontairement, bien sûr, de la part de l'armée russe. Donc oui, il y a un grignotage, c'est aussi une manière de maintenir la pression. C'est à un coût très élevé du côté de la Russie, mais évidemment, Poutine continue son offensive de ce côté-là. Anastasia Cherefochkina, il y a aussi une guerre des drones, on est beaucoup revenu là-dessus. Maintenant, la Russie a une vraie, parce qu'on a beaucoup parlé des drones iraniens, et avec la guerre entre Israël et l'Iran, on se demandait quel pouvait être l'impact sur la Russie. Mais manifestement, les Russes, maintenant, ont leurs propres drones.
Donc déjà, là, il faut préciser qu'on parle bien des drones Shahed. Donc ce ne sont pas du tout les drones dits FPV, donc tout petits drones qu'on achète donc, à la Chine et ensuite on met les bombes dessus. Ce sont plutôt des drones de la taille de cette pièce. Donc ce sont en effet les missiles guidés de type Shahed. Et là, la production de ces drones était effectuée déjà en 3 types de production il y a un an, déjà depuis un an ou plus. En Russie, il y avait donc 3 types. Donc, les drones iraniens produits en Iran et ensuite délivrés en Russie. Les drones iraniens produits en Russie complètement et les drones iraniens, donc type Shahed, qui ont été coproduits conjointement par la Russie et l'Iran. Ils ont les têtes différentes. Vous pouvez visuellement voir les 3. Ils sont différents, ils ont les modèles différents et il y a les petites différences. Mais le changement majeur dans cette dernière quelques mois dans les drones Shahed, ce qui les rend aujourd'hui plus létaux, c'est surtout le placement de jet engines, donc l'engin qui est d'avion de chasse, pas de chasse, mais l'avion plus puissant, de moteur plus puissant, désolé, qui leur permet à voler à les vitesses de 250 km/h. Ça rend les mesures contre drones très très compliquées. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance... Et ça, c'est fabriqué en Russie. C'est fabriqué aujourd'hui en Russie. De l'Iran, on est d'accord qu'ils n'ont plus besoin de l'Iran. Ils ont déjà fait ça sur leur licence et ensuite, maintenant, ils ont approprié cette technologie. La deuxième tendance qu'on va voir dans les mois à venir, qui commençait déjà à Kherson et à Konstantinivka, ce sont les drones chasseurs qui ciblent les personnes individuellement, sont beaucoup plus petites. Ils peuvent être par dizaines ou par centaines et ils peuvent inonder les villes et cibler carrément les personnes par la reconnaissance visuelle et qui passent maintenant à la direction par les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ils n'auront plus besoin de pilote. Valéria Formuntian. Et du coup, face à ça, les Ukrainiens ont leur propre drone. C'est pour ça qu'on parle de drone, mais... ça évolue beaucoup, ce paysage. Ils évoluent beaucoup Effectivement, les Ukrainiens ont tout de suite utilisé les drones, plutôt les drones du commerce, mode jouet dès le départ pour avoir du renseignement sur le terrain, parce que le renseignement américain et européen arrive, mais ce sont des grandes masses et des grands volumes de renseignements. Et sur le terrain lui-même, sur la ligne de front, ils ont besoin d'informations précises. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine s'est mise à produire elle-même ses propres drones de renseignement et ses propres drones suicides, qui lui permettent aujourd'hui de négocier avec d'autres pays en disant on a un vrai savoir-faire, on a une vraie industrie en la matière, on a fait beaucoup de recherches depuis le début de la guerre et en plus sur le terrain. Donc on est vraiment crédible là-dessus. Effectivement, les Ukrainiens aujourd'hui ont aussi travaillé énormément sur cette technologie. Mais ces drones iraniens qui étaient les premiers à arriver sur le terrain et qui sont produits depuis presque un an et demi sur le territoire russe posent effectivement problème. Quand il y a une attaque conjointe entre les missiles et les drones sur le territoire, la sécurité antiaérienne a beaucoup de mal à détecter parce qu'ils vont à des vitesses différentes, ils ciblent les endroits différents, souvent malheureusement les cibles civils. Et donc du coup, les Ukrainiens ont plus de mal à gérer leur espace aérien avec cette multitude d'outils de mort utilisés par les Russes. Mais Thierry Volton, on n'est plus seulement dans la guerre, effectivement, ligne de front qui ressemblait, qui avait des airs de 14-18. Là, on est vraiment aussi dans une guerre technologique, finalement. Oui, de plus en plus. C'est d'ailleurs, je pense que dans la déception de Trump, mettant ça entre guillemets, vis-à-vis de Poutine, il y a aussi ça. C'est-à-dire que, quand même, il a essayé de proposer un cessez-le-feu. Or, depuis qu'il a essayé de proposer un cessez-le-feu, la Russie n'arrête pas à taper de plus en plus fort et fait de plus en plus de morts. Alors, vous comprenez bien que pour Trump, c'est quelquefois une humiliation en disant ça l'agace, en tout cas. Ça l'agace. Donc, évidemment, l'avenir de la guerre sera de plus en plus électronique et de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Il y a déjà des drones et d'autres systèmes d'armes qui n'ont plus besoin d'hommes derrière et qui reconnaissent, qui frappent. Et voilà, c'est assez terrifiant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, si ça échappe à l'homme, ça échappe déjà à l'homme, ça peut tuer n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus de commandement derrière. Oui, alors on le règle, si je puis dire, mais après, l'armement continue tout seul son chemin. Voilà. Et c'est effectivement ce qui a été dit là par Anastasia. Donc par ces drones qui sont maintenant équipés d'intelligence de plus en plus. Alors moi, je voudrais quand même faire une petite parenthèse qui me paraît importante à mon point de vue. Je pense quand même que autour de la Russie, en ce qui concerne la Russie, il y a un vrai bluff.
C'est-à-dire que le fait qu'elle tape de plus en plus fort l'Ukraine veut montrer... Toujours pour terroriser la population. Bien sûr, mais elle veut aussi montrer qu'elle est très forte. Et ça vient avec tout un discours qui s'est mis en place au niveau de l'OTAN, de tout le monde, dans une espèce de grande désinformation, je pense, en disant attention, la Russie prépare autre chose après l'Ukraine, etc. Donc c'est un ensemble de choses, si je puis dire. Et je m'explique, c'est que je pense que derrière tout ça, il y a en vérité du grand bluff. Et je pense franchement que la Russie est à l'os. Elle est à l'os, c'est-à-dire qu'elle a vraiment des vrais problèmes. Le ministre des Affaires étrangères... D'un point de vue militaire aussi? Oui, d'un point de vue militaire, surtout d'un point de vue... Alors, ils ont perdu énormément d'hommes. Hein. On parle d'1 million, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est considérable. Et puis, excusez-moi, ils ont beau avoir une formidable industrie militaire, ça grève le budget ailleurs et ça pose des problèmes économiques considérables. D'ailleurs, je vous signale que le ministre des Affaires étrangères polonais vient de déclarer aujourd'hui, et je suis d'accord avec lui, Sikorski, vient de dire que Poutine est sur la voie de Brejnev, c'est-à-dire de l'Union soviétique, à savoir que l'Union soviétique s'est affaiblie considérablement en entretenant une gigantesque complexe militaro-industriel. Et bien aujourd'hui, Poutine fait exactement la même chose. Alors on ne parle jamais du peuple russe, on ne parle jamais de ce qui se passe dans les magasins, on ne parle jamais de tout ça. Or il se passe forcément des choses, parce que tout le budget qu'on donne à l'armement, évidemment, il n'est pas ailleurs. Hein. Donc, il y a forcément quelque chose. Alors, à mon avis, tout ça, c'est une espèce de gigant bluff. On frappe plus fort l'Ukraine, on est le plus fort et on montre les muscles. Et puis, avec une désinformation qui vient, y compris de l'OTAN, etc. Attention, après l'Ukraine, ils vont attaquer la Lituanie, etc. Bon, bref. Tout ça, à mon avis, c'est un ensemble de choses, donc il faut faire très attention. Mais intéressant, Olivier Weber, peut-être vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Thierry Volton. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'a frappé ce qu'a pu dire justement le Polonais sur le fait que la Russie allait peut-être s'effondrer toute seule comme l'Union soviétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois pas. Je crois que c'est évidemment pas une œuvre de propagande, en tout cas une déclaration de la part du ministre des Affaires étrangères polonais pour faire pression. Mais en tout cas, la Russie a beaucoup appris, évidemment, de l'effondrement sous Brejnev. Non, il y a une capacité indéniable de production d'armement local de la part de la Russie. On l'a dit tout à l'heure avec les Shahed, les fameux Shahed 136-137, qui sont faits maintenant localement. Ce qui manquait, c'était des composants électroniques, d'ailleurs que n'avaient pas les Iraniens, mais qu'ils se procuraient par les ports de Bandar Abbas et par la Chine en particulier, donc par des voies qui échappaient aux sanctions. Et la Russie fait pareil. Je crois que la Russie peut tenir très longtemps. En revanche, ce qui peut marcher, évidemment, et j'ai l'impression aussi que le ministre polonais voulait parler de ça, c'est des sanctions économiques. Et quand on parlait des cartes entre les mains de Trump, parce que c'est véritablement lui qui peut être faiseur de paix, mais en imposant, bien sûr, son pouvoir par la force, comme il le dit, c'est quoi? C'est l'arme, la carte du poker en main, qui est l'arme des sanctions économiques. Et ça, on sait très bien, c'est en train de faire ses effets avec un taux directeur de la Banque centrale qui est à peu près à 21-22%, c'est énorme pour l'emprunt des particuliers et l'emprunt des entreprises russes, y compris d'État. Et Poutine le sait, et c'est pour ça qu'il accélère aussi les frappes avec ces tirs de saturation dont on parlait tout à l'heure. Et ça fait peur aux Ukrainiens, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas les patriotes pour intercepter ces missiles, et quand c'est doublé effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, par des centaines de drones en même temps, pas que iraniens fabriqués en Russie, mais aussi les drones, on va dire, artisanaux qui sont en train de se perfectionner côté russe, ça c'est problématique. Donc je crois qu'il y a cette fenêtre, on va dire, de possibilité d'arrêt de la guerre par les sanctions économiques, renforcées avec un nouveau train de sanctions du côté européen, mais aussi du côté occidental en général, donc américain. Et ça, Trump n'a pas l'air de vouloir le comprendre pour l'instant. Ce n'est pas sa priorité, mais en tout cas, c'est l'une des possibilités d'arrêter la guerre assez rapidement du point de vue occidental. Alors peut-être voulait-il dire aussi, le chef de la diplomatie polonaise, parce qu'il a aussi dit que cette nouvelle course à l'armement pourrait précipiter l'effondrement du régime du président russe Poutine, comme elle avait provoqué la chute de l'URSS dans les années 90. Alors est-ce qu'il ne voulait pas dire, Anastasia Chapochkina aussi, que finalement la volonté des Européens de se réarmer, ce qui se passe, puisque bon, il y a eu l'objectif de 5% de PIB affiché hier à l'OTAN, on est plutôt vers 3% si on parle vraiment de dépenses purement militaires. Est-ce que cette décision de réarmer, est-ce que finalement elle est décisive face à la menace russe? Et c'est peut-être ça que voulait dire le chef de la diplomatie polonaise. Je pense définitivement la décision de se réarmer est beaucoup meilleure comme réponse à la force de la Russie que l'espoir que la Russie va se dissoudre. Parce qu'on ne sait pas où on se trouve. Est-ce qu'on se trouve dans le temps, en 1988, ou est-ce qu'on se trouve en 1916 ? À la fin du régime qui a duré 74 ans, ou au début, peut-être. Et ça, on ne sait pas. Et donc, parce qu'on ne sait pas... C'est pas le même scénario, évidemment. Et parce qu'on ne le sait pas, le pire, ce qu'on peut faire dans cette situation, c'est de continuer de parler
accentuer comment on est tous fatigués et comment on est tous veut la fin et le paix et la fin des négociations. Parce que c'est-à-dire qu'on est pressé. La Russie n'est pas pressée. Elle a évidemment besoin d'armes. Donc elle n'est pas suffisamment affaiblie. Elle est pas, vous ne partagez pas l'idée de bluff dont a parlé Thierry Volton. Je ne sais pas, mais dans le sens que, évidemment, la Russie a besoin de soutien. Évidemment, parce que si la Russie était autosuffisante, elle n'aurait pas besoin du soutien dans la livraison d'armes du Corée du Nord, de l'Iran, ni de la Chine, de livraison de composants, d'armes et de coopération militaire très... Donc ça, elle en a encore besoin. C'est-à-dire que s'il y a la coopération renforcée, c'est-à-dire que la demande est là, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant tout ce qu'ils produisent tout seul, c'est clair. Mais l'analyse économique, il ne faut pas sous-estimer la Russie non plus. Et ça, c'est la leçon principale de l'Ukraine. L'Ukraine, elle a appris très, très bien maintenant. Et l'analyse des économistes donc, multiples qui ont fait le commentaire sur ça, sur l'affaiblissement de l'économie russe et l'impact de la militarisation de l'économie sur leur possibilité de durer dans le temps, c'est que la Russie peut durer 10 ans, 15 ans en tant que nécessaire. Parce que tout ce qui est la création du secteur donc, militaire, même pour les besoins de la guerre et pas pour les exports, ça a quand même créé un flux d'argent qui reste tout simplement dans le pays, mais qui est un flux d'argent quand même, l'argent qui pourrait être payé par exemple aux profs ou aux médecins, mais il est au lieu de ça à payer aux familles des personnes qui se battent sur le front. Ça crée quand même des problèmes. Aux soldats. Mais du point de vue économique, c'est le même flux d'argent qui reste à l'intérieur du pays. Mais il n'y a pas de problème, il est là le sujet, c'est que la Russie n'est pas une démocratie, il n'y a pas de vote de budget, enfin si, mais on fait semblant comme pour les élections présidentielles, et le peuple lui-même, quand on lui dit ce sera plutôt gauche que droite, il suit dans sa grande majorité. Ceux qui ne voulaient pas suivre, ils ont déjà quitté le pays aujourd'hui ou ils sont en prison. Donc, pour les autres, ils avancent tel qu'on leur dit. Demain, on arrête de manger les pommes et à la place, on mange des concombres. Ce sera comme ça et puis c'est tout. Et c'est pas grave si on n'a plus en magasin. On va râler dans notre cuisine, mais on ne dira jamais publiquement, jamais lors d'une manifestation parce que c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, beaucoup de Russes qui ont essayé d'exprimer leur mécontentement, leur désaccord, même s'ils n'étaient pas en désaccord avec la guerre à proprement parler, mais avec ce qui se passe sur le territoire russe, maintenant, ils sont totalement muselés. Donc, même sur les réseaux sociaux, à titre privé, ils ne s'expriment plus. Est-ce que je peux juste ajouter sur le plan économique très rapidement, il faut aussi regarder les chiffres. Aujourd'hui, si on regarde surtout depuis les dernières crises économiques 2008, 2014, 2020, la Russie aujourd'hui est dans la meilleure situation, un Russe moyen économique, qu'il n'était depuis la fin de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le Russe moyen... Comment vous l'expliquez alors qu'il y a les sanctions il est dans la meilleure situation économique à cause de cette redistribution de l'argent par le gouvernement pour payer aux gens qui partent sur le front, pour payer à leurs familles, pour augmenter les salaires dans le secteur militaire, dans l'industrie militaire. Les sanctions, c'est la question qu'on... Il ne sert à rien. Ah bon, d'accord. Bon. Donc, Olivier Weber, vous pouvez peut-être répondre à Anastasia Chapochkina. Elle dit que ça ne sert à rien, finalement, ces sanctions. Je crois effectivement, vous avez raison, qu'il y avait un contrat social dans les années 90 et 2000, surtout de la part de Poutine avec la population russe, et ça marchait bien. L'enrichissement des classes moyennes, même les retraités qui avaient un revenu dérisoire ont vu leurs émoluments, leurs retraites augmenter, etc. C'était ça le contrat social. Et puis là, la guerre, quand même, a appauvri considérablement une bonne partie de la population russe. Cela dit, comme c'est l'économie de guerre, et que le deuxième critère, c'est que Poutine a renversé en fait son statut d'agresseur en statut d'agressé en disant mais c'est la nation slave, ce sont nous les Russes, les Slaves qui sommes agressés, non simplement par l'Ukraine nazie, entre guillemets, mais aussi par l'Occident et ses valeurs perverties, etc. Et c'est là où la quand même repris du poil de la bête, si besoin était, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est une dictature. Mais quand même, le poids de l'économie, le poids des sanctions se fait sentir. C'est ce que disent certains chefs d'entreprise et certains responsables aussi économiques russes. Ils disent effectivement que d'ici la fin 2026, si le train de sanctions continue d'être appliqué avec autant d'efficacité de la part des Occidentaux, avec un coût du pétrole qui ne va pas beaucoup augmenter, parce qu'on a vu évidemment avec la crise en Iran, il a plafonné, il n'a pas doublé, et au détriment bien sûr de la Russie. Et donc cela, à la fin 2026, pourrait, avoir pour conséquence au moins 20% de l'aveu des dirigeants russes de faillite de la part des entreprises russes. Donc c'est effectivement une évaluation que Poutine a entre les mains, et évidemment, ça peut faire changer les cours des choses. D'où cette intention d'aller encore plus vite,
au niveau militaire sur le terrain. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut l'arrêter, Thierry Volton, Poutine? Parce que là, qui a les cartes en main, pour reprendre l'expression de Trump? Hier, on avait l'impression, mais est-ce que c'est l'impression que vous avez eue, que finalement, Poutine était un peu le perdant de cette OTAN? C'était un peu votre analyse ou pas? Certaines mesures, oui, vraiment. Il ne faut pas non plus se fermer les yeux. Effectivement, par rapport à ces objectifs, il est clair que dans cette affaire d'hier ou d'avant-hier, la Russie, enfin, Poutine a perdu des points, si je puis dire. Bon, maintenant, il y a un autre élément qui, à mon avis, est capital et dont on parle rarement, ou en tout cas avec beaucoup de pincettes parce que ça pose beaucoup de problèmes, c'est le problème de la Chine, qui aide considérablement, et bien plus que le dit Anastasia. Et ce n'est pas uniquement des trucs que donne comme ça à composer. Et à mon avis, si l'armée, en grande partie, tient russe, c'est aussi parce que derrière, il y a énormément de soutien chinois. D'ailleurs, je vous signale qu'aujourd'hui même se réunissent à Pékin les ministres de la Défense iraniens, russes et évidemment chinois. Hein, ils ne sont pas là pour jouer à la belote, hein, c'est évident. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de bouger, si je puis dire. Donc il y a une espèce aussi de solidarité. On a parlé de la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, c'est pas non plus un grand pays et elle ne peut pas subvenir à cette guerre. Mais la Chine, c'est un très grand pays et elle a un complexe militaro-industriel considérable, quasiment égal aujourd'hui à celui de l'Amérique. Donc c'est tout ça qu'il faut tenir. C'est un ensemble de choses c'est très complexe en vérité. Et donc par rapport à votre question, c'est vrai que tout réveil de l'Occident, qui a tellement dormi depuis 2000, je dirais depuis l'arrivée de Poutine, hein, qui a tellement dormi, qui s'est tellement fait avoir, si je puis dire, tout réveil de l'Occident, comme éventuellement la réunion de l'OTAN d'hier, eh ben, c'est bienvenu, si je puis dire. Et moi, je suis content. Est-ce que vous pensez que c'était une sorte pas de défaite, mais disons que Poutine a pris un petit coup hier pendant cette réunion, toutes ces conférences de presse de Trump hier à l'OTAN? Est-ce qu'il a pu dire sur lui d'ailleurs? On a tendance à voir à travers notre prisme occidental, et de notre prisme, effectivement, Poutine aujourd'hui est un grand perdant. Sur le territoire, il n'a pas gagné grand-chose par rapport à ce qu'il détenait plus ou moins depuis 2014. Il a perdu les contrats de gaz avec les Européens. Il a fait rentrer dans l'OTAN les pays qui n'y étaient pas. Il a fait faire mettre 5% à plusieurs pays dans l'OTAN de leur PIB pour pouvoir financer l'OTAN, qui l'a renforcé. Donc oui, de notre point de vue, il est perdant. Sauf que du point de vue de la Russie et du point de vue de ses alliés BRICS, il n'y a pas forcément cette image-là. Il a osé de tenir tête à l'Occident, qui l'envahissait en voulant faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe et dans l'OTAN. Il aujourd'hui discute directement avec Trump au téléphone. Donc c'est deux grandes puissances empires qui dirigent le monde, et il le montre à tous ceux qui veulent l'entendre. Il continue à bombarder l'Ukraine et il continue à avoir ces soutiens qu'on a évoqués il y a un instant. Donc de son point de vue, il n'est pas du tout perdant et sa population ne le voit pas comme un perdant non plus. Alors c'est vrai qu'excusez-moi, je reviens un tout petit peu sur ce qui est introduit. C'est vrai que le rêve de Poutine, c'est de rétablir un rapport de force égal de celui qui existait à l'époque de l'Union soviétique, où il y avait cette équipe de la terreur entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment, parce que la Russie d'aujourd'hui représente peanuts, je dirais, par rapport à ce qu'était... Mais là aussi, il y avait beaucoup de bluff du côté de l'Union soviétique. Là aussi, on a grossi considérablement cette armée rouge. On en a fait un spectre gigantesque qui allait nous envahir. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses dont il faut garder à l'esprit pour comprendre la situation aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'armée russe, c'est de l'armée de fantômes. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a forcément, après 3 ans de guerre où ils n'ont pas gagné grand-chose, honnêtement, c'est ça le véritable échec de la Russie. C'est qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Mais tout ça, tant d'hommes, tant de divisions, tant d'argent lancé pour gagner quoi 1500 km². Mais pour l'instant, c'est une vraie défaite. Shaposhkina, qu'est-ce qui pourrait ramener tout le monde autour de la table? Parce qu'il y a eu ces négociations donc, en Turquie, à Istanbul. Finalement, elles n'ont abouti qu'à des échanges de prisonniers. En fait, c'est déjà pas mal, hein, je tiens, pour les gens c'est déjà pour les gens. Et d'ailleurs, il y a eu un échange encore de prisonniers aujourd'hui. Mais comment est-ce que Trump va réussir effectivement à avoir son sommet avec Poutine? Il a dit qu'il n'y était pas opposé, si Poutine était OK. Et Erdogan, d'ailleurs, hier, le président turc, en a reparlé. Il aimerait que ça se passe en Turquie, avoir ce fameux sommet entre Trump et Poutine.
Tout le monde peut se faire valoriser par un sommet entre Trump et Poutine. Poutine peut se valoriser, Trump peut se valoriser et Erdogan bien sûr aussi. Mais ça ne va pas du tout amener à la paix parce que la Russie n'a aucune incitation. La Russie, ni Poutine, ni la population russe. Je veux donner juste... Donc ça veut dire que là, pour l'instant, il veut poursuivre la guerre, c'est tout. Il veut poursuivre la guerre et c'est tout. Et il y a un rapport qui vient de sortir, qui était présenté lors d'un des événements de forum public à l'OTAN à La Haye, d'où je reviens hier. Et il s'appelle Understanding Russian Military Future par Sergei Alexashenko. Et donc c'est un économiste illustre russe, donc qui n'habite plus en Russie depuis 2012, mais qui suit très bien, qui comprend très bien l'économie russe. John Foreman et Ella Paneak. Et il y a deux takeaways dans ce rapport, il y a deux points clés. Le premier, donc, je vais vous donner juste un point clé. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est que, exactement, c'est que le pouvoir d'achat des Russes, il donne vraiment des graphiques et il démontre les chiffres. C'est une erreur de croire qu'aujourd'hui, les Russes sont appauvris par la guerre. Les Russes sont enrichis par la guerre. Et il y a les données économiques qui sont partagées par tous les économistes qui suivent cette question depuis un an. Les Russes, aujourd'hui, gagnent leur salaire moyenne partout dans le pays est le plus haute qu'elle n'était dans les 30 dernières années. Et le mood de la population, le sentiment d'optimisme de la population est le plus haut qu'il n'était dans les 30 dernières années parce que leur salaire moyen est le plus haut aujourd'hui. La guerre a enrichi les Russes. La guerre a doublé ou triplé les salaires dans le secteur militaire et la guerre a doublé et triplé les salaires dans le secteur civil aussi parce qu'ils doivent retirer les peu ouvriers qui restent à cause de la mobilisation, à cause de tous les contrats militaires et à cause de l'exode des hommes. Donc, bien sûr, quand vous avez votre taux de chômage à presque zéro, vous avez la hausse de salaire parce que c'est la loi très simple de l'économie, de la demande. Et du coup, Trump va-t-il à un moment donné prendre son téléphone et dire à Vladimir, bon, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'il y ait il peut dire pour parler. Tout ce qu'il veut, Vladimir. Ils peuvent se rencontrer autant qu'ils veulent. Mais Vladimir Poutine aujourd'hui a aucune incitation à arrêter la guerre. Donc vous êtes super pessimiste là. Là, je suis d'accord avec elle. Pour l'instant, on va être tous d'accord. Oui. Poutine n'a aucune raison de cesser le feu aujourd'hui. Lui, il veut continuer à organiser un no man's land en Ukraine. C'est tout ce qui l'intéresse. Que l'Ukraine ne soit pas ni viable économiquement, ni habitable autant que pays, ni qu'elle ait une politique et encore moins qu'elle veuille coopérer avec les Occidentaux. Donc, plus longtemps il va maintenir la terreur sur le territoire, plus longtemps que ça l'arrange. Après, s'il gagne du terrain, c'est tant mieux. S'il gagne des négociations avec Trump, parce que quand il parle d'Ukraine, il ne parle pas que d'Ukraine, il parle aussi du Moyen-Orient, il parle aussi d'Afrique, il parle aussi d'économie, il parle de beaucoup de choses tous les deux. Et donc, tant qu'il peut négocier tout ça, ça l'arrange. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Valéria Faure-Muntia, Anastasia Chapochkina, Thierry Volton. Merci à vous, Olivier Weber. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et en podcast.